Au nom d'Univers Sciences, de l'Observatoire de Paris et de la Société astronomique de France, nous avons le plaisir de vous accueillir à ce cycle de conférences table ronde célébrant le centenaire de la relativité générale, publié en 1915 par Albert Einstein. Je me présente. Vous voyez, j'essaye de faire face à tout le monde. Je m'appelle Jean-Pierre Martin, je suis physicien, membre de la Société astronomique de France. Tout à l'heure, je changerai de sens, sinon ça va mal se passer. Nous vous proposons donc 8 conférences, table ronde, presque tous les jeudis à 19 h. Il y a quelques exceptions au mois de novembre, puisque il y a le 1er novembre, le 11 novembre qui viennent un petit peu perturber. Et bon, ça sera en entrée libre au panel découverte ici. Donc j'en profite pour m'excuser un peu de vous recevoir au planétarium. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Vous devez bien vous en douter. Mais depuis qu'on a décidé ce cycle de conférences, les travaux ont été entrepris dans l'aile qui contient la salle de conférence et on ne peut pas y accéder. Alors, on pense que ça sera limité à 3 séances et qu'on pourra récupérer la salle de conférence pour la 4e séance qui, ça tombe bien, c'est une table ronde. Je ne vois pas comment on aurait pu faire une table ronde ici. Alors, j'espère que le programme que nous avons préparé avec mes collègues de l'Observatoire et du Palais Découverte vous intéressera. Et une telle célébration ne pouvait que débuter avec un grand spécialiste d'Einstein et de la relativité générale, je veux dire Jean Eisenstedt, directeur de recherche CNRS, astronome, historien de l'astronomie, et beaucoup d'entre vous savent qu'il organise les séminaires d'histoire de l'astronomie à l'Observatoire de Paris. Je crois que c'est le mercredi vers 14 h, dans la salle de l'atelier, que je trouve, à mon avis, trop petite, M. Eisenstein. Il a aussi écrit de nombreux ouvrages, comme ce dernier, Einstein et relativité générale, les chemins de l'espace-temps. Il organise aussi en ce moment un cycle de conférences sur Einstein et la relativité générale à la BNF, et ça, c'est le mercredi à 18 h 30. Donc je vous souhaite une bonne conférence qui devrait faire une large place à la fin pour des questions. Je lui laisse la parole en lui souhaitant bonne conférence aussi. Merci à vous. Merci aux organisateurs, merci au panel de nous avoir invités et d'avoir organisé ce cycle de conférences qui va réunir de nombreux spécialistes, des physiciens. Il se fait que j'ai été physicien, mais physicien visant l'histoire. C'était vraiment la chose qui m'intéressait. J'ai jamais vraiment voulu faire de la physique, mais malgré tout, pour travailler dans la relativité générale, il faut s'y mettre. Bien. Je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux. Je suis étonné et inquiet. Ceci dit, ravi. Ceci dit, j'ai travaillé en relativité générale dans le laboratoire de Marie-Antoinette Tonnelat, qui était le laboratoire de Broglie, très mal vu des quanticiens à l'époque. Maintenant, ils sont tenus à la relativité générale, on peut pas y échapper. Mais à l'époque, on y échappait beaucoup. Et les années, moi j'étais au milieu des années 60, et c'est un point sur lequel on essaiera de travailler un peu tout à l'heure, de comprendre ce qui s'est passé. Parce que la relativité générale, comme vous le savez, a passé une sorte de traversée du désert entre justement les années 15 et puis ça se termine dans les années 60, 70, guerre avant. Et je dois dire que c'était pas très simple de travailler en relativité générale à cette époque, parce que, comme vous avez l'habitude de le dire, on était toujours à 10-5. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de physique, on était un 100 millième de toute expérience nouvelle faisable. En gros, c'était l'idée. Donc c'était pas facile de trouver un sujet. Mais surtout, c'est l'époque où vont se poser les questions qui vont aboutir au trou noir. N'oubliez pas que le trou noir, c'est le mot trou noir, c'est 1968 par Wheeler.
Et jusqu'alors, c'était pas quelque chose que l'on pouvait penser en relativité générale. Curieusement, j'en parlerai pas, mais j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que justement j'ai trouvé des documents qui permettaient de reconstruire ça. Il y a aussi les cousins des trous noirs dans le cadre newtonien. Alors ça c'est toute une question, on n'en parlera pas ici, on ne peut pas tout faire. Mais comment se fait-il que ces corps obscurs qui avaient été inventés par John Michell, en fait, on dit la place, mais c'est pas la place il a pompé chez Michell, et penser ça alors que les relativistes ont été extrêmement réticents à installer les trous noirs au cœur de la théorie. Maintenant, on ne peut plus penser relativité générale sur les trous noirs. Ce qui est intéressant sur les trous noirs, on en parlera, et ce sera un petit peu la direction que je prendrai. N'ayez crainte, j'essaierai de ne pas être trop technique et de vous faire comprendre, vous aider, nous aider, m'aider aussi à comprendre, c'est pas si simple. Pourquoi les trous noirs ont été bloqués pendant 50 ans, 68, 15, c'est incroyable. Pourquoi? Et pourquoi c'est important? C'est important parce que les trous noirs, c'est très massif et c'est très lumineux. La lumière, c'est ce qui va le plus vite, comme corpuscule, et puis la masse, ça peut être infinie dans un trou noir. Je schématise, mais il n'y a pas de limite. C'est donc les champs très forts. C'est donc une limite de la théorie. Bon, ça c'est juste pour vous donner la perspective de ce que je vais vous raconter. Pour l'instant, on va repartir du début, la relativité générale, relativité restreinte, même en 1905. Ceci dit, encore un mot, c'est toujours intéressant de travailler sur les points où il y a eu des difficultés, des incompréhensions, des blocages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de progrès, entre guillemets, qu'à partir des blocages. S'il n'y a pas de blocage, il n'y a rien à faire. Et ça a été vraiment un moment important dans l'histoire de la relativité. Ah ben voilà, c'est bon. Voilà, ça va trop vite. Bon, la lumière au 19e, ce qui est important, je ne vais pas y insister, on ne va pas refaire tout ça. Vous avez quelques-uns des personnages importants de la lumière au 19e, c'est sa constance. Sa constance, elle est vraie depuis le 18e. On a toujours pensé, vu, mesuré que la vitesse de la lumière était constante, sans que ça leur pose problème. C'est Arago le premier qui, en 1800, au début du 19e, a commencé à poser ces questions. Parce que la lumière, pour Newton, c'est un corpuscule. Et ce corpuscule, il peut être accéléré. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. C'est un corpuscule comme un corpuscule matériel, en fait, d'une certaine manière. Alors il y avait une contradiction qui n'a pas été vue, ça ne les gênait pas, c'était pas la question ne se pose que dans le cadre du 19e. Bon, là-dessus, petit à petit, la question s'est posée, vous connaissez l'histoire, j'en parlerai pas, il y a Michelson, il y a tous ces gens-là, Einstein. Bon, on arrive en 1905, où on arrive à une loi d'addition des vitesses qui tient compte de la vitesse de la lumière. Pourquoi j'insiste sur la vitesse de la lumière? Parce que c'est vraiment le problème de la relativité. C'est le problème de la relativité, c'est au centre. Voilà, alors la relativité que l'on dirait restreinte, n'est-ce pas? Et là, vous avez Einstein et Minkowski, si je me souviens bien, parce que Minkowski a fait beaucoup pour aider Einstein, pardon pour le faisceau, pour le mettre sur la voie, justement, des espaces courts et de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, et le cône d'espace-temps comme symbole aussi, parce que comme vous le voyez, comme on le sait tous, dans un espace-temps, il y a le futur, le passé, et puis il y a l'ailleurs. Bon, ce qui veut dire que c'est plus un espace euclidien. Chez Newton, en gros, c'est un espace euclidien, espace absolu, etc. Et du coup, l'espace, c'est plus du tout le même, y compris en restreinte, ce qui pose beaucoup de problèmes, et en posera encore plus quand on va passer sur un espace court. Bon, donc ça c'est juste symbolique des questions qu'on va poser. Einstein 1907. Alors, Einstein 1907, une des questions qu'il se pose, c'est qu'il y a deux cinématiques, deux manières d'additionner les vitesses. Celle de Galilée et puis celle de la restreinte, où justement C vient prendre place dans la loi d'addition, dans les lois d'addition des vitesses. Voilà. Et ça, alors, l'une s'applique à Maxwell, à toute la théorie de Maxwell. On s'aperçoit que la théorie de Maxwell contient déjà, finalement, les germes de la relativité restreinte, la variante de Lorentz, comme on dit, tandis que la théorie de Newton, elle reste galiléenne. C'est une addition banale. C'est insupportable. C'est pas possible que l'univers ait deux lois d'addition des vitesses.
C'est pas possible. Bon, c'est une des raisons. L'autre aussi, c'est d'avoir des systèmes de coordonnées, des systèmes de référence qui ne sont pas limités aux systèmes inertiaux. Bon. Donc, il va se mettre au boulot. Et les gens qui l'aident, donc, une fois de plus, Minkowski, qui justement, c'est lui qui construit les cônes, hein, Minkowski, et puis Grossman, qui va l'aider à passer à l'espace courbé, c'est-à-dire à toute la géométrie riemannienne, dont Einstein ne savait absolument rien. C'est Minkowski qui lui a donné des cours, je pense. Hein. Ça a dû se passer à peu près comme ça. Il pensait d'ailleurs que ça devait être simple, que les mathématiques de la physique devaient être simples. Bon, c'était un homme de principe à la fois, mais c'est aussi un homme très souple, un opportuniste, comme il l'a dit, et il va s'y mettre, et s'y mettre d'une manière très sérieuse, même si ce n'est pas, il n'a jamais été un mathématicien de première classe, hein, au contraire un physicien et un épistémologue aussi, très important. Bon, alors là-dessus, qu'est-ce qui est important? Les principes. Il y a beaucoup de principes chez Einstein, le principe de relativité, le principe de relativité restreinte, justement. Mais le principe d'équivalence, il faut absolument insister là-dessus. Le principe d'équivalence, c'est tout simplement la tour de Pise, c'est pour ça qu'elle est là. Et la tour de Pise, c'est tout simplement que tous les corps tombent de la même manière. Et quand vous tombez, par exemple, dans un satellite, hein, vous savez bien que le type, il lâche, je ne vais pas lâcher mon truc, là, mais il lâche son verre et sa brosse à dents, et elle tombe parallèlement. Il n'y a pas de différence. Donc quand on tombe, c'est ça l'idée, il n'y a plus de gravitation. Hein, si vous tombez dans l'espace, vous le voyez pour les gens dans les satellites, il n'y a plus de gravitation, si le moteur ne marche pas, il n'y a pas de gravitation. S'il n'y a pas de gravitation. Et en fait, symboliquement, c'est dans ce système de référence qu'il va réfléchir. Hein, là où il n'y a pas de gravitation, parce que la relativité restreinte s'y applique. Bon, on ne va pas reconstruire. D'ailleurs, il y a eu un séminaire de Jürgen Rehn à l'ABN il y a une quinzaine de jours qui parlait de ça. Bon, mais je ne peux pas me fatiguer à vous expliquer. D'ailleurs, on n'a pas comment dirais-je, c'est pas direct, il n'y a pas de ligne directe, il y a de l'invention. Hein. Une théorie, c'est une invention. Einstein, donc, voilà, va vers une théorie relativiste, mais relativiste au sens de Lorentz Einstein, de la théorie de 1905, n'est-ce pas, de la gravitation. Bon, dès 1907, soit dans ce papier-là que j'ai projeté tout à l'heure, on peut le revoir, il faut aller par là-bas, ça marche. Voilà, dans ce papier, hein, c'est un papier qui est paru, donc, finalement, hein. Il y a deux effets déjà. Hein. Il y a le décalage des raies par un champ de gravitation et la déviation de la lumière. Mais dans une lettre à un de ses amis, il pense au périhélie de Mercure. Alors le périhélie de Mercure, c'est un petit peu le problème, l'anomalie, n'est-ce pas, que rencontre la théorie de Newton. La théorie de Newton, il faut dire, alors ça c'est le gros problème de la relativité générale, la théorie de Newton, elle marche trop bien. Elle marche parfaitement bien, après tous les travaux qui ont été faits par les Laplace et compagnie, tout fonctionne comme une horloge, sauf Mercure. Alors pourquoi Mercure? À l'époque, je ne sais pas si, enfin Einstein en était conscient, mais Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, là où le champ de gravitation est le plus important. C'est donc là où s'il y a des effets qui sont différents liés à la force du champ du Soleil, c'est là que ça va se manifester. Donc ça explique déjà pourquoi Mercure est important, fondamental. Et Mercure, j'y reviendrai, hein, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Alors les astronomes voient mieux que moi ce que ça veut dire. Hein. Des petites crottes, hein. C'est quasiment rien. Et les astronomes, pendant des années, hein, jusque dans les années 60, ne se fatiguent pas avec ça, ils ne se fatiguent pas, ils ne veulent pas faire de la relativité générale, parce qu'il suffit d'un petit terme qu'on ajoute aux équations de Newton quand on en a besoin, et ça marche. Donc la relativité, ça va être beaucoup de travail pour très peu de résultats. Et ça va dominer toute cette période d'étiage, de traversée du désert. Bon, mais on n'en est pas là. Alors, pardon. Il est où le... Je sais
perdu, moi, dans cette salle toute ronde. C'est très bien. Où est l'ordinateur? Derrière toi. Ah, il est là. Ça ne peut pas avancer, là. Ah, voilà. Alors, oui, bon, je ne vais pas chercher la citation, mais Max Planck, qui l'a aidé sur la restreinte, qui a publié ses papiers dans l'analyse physique, qui a beaucoup de considération pour Einstein, lui dit, alors je le cite avec quoi il est sur le papier, mais bon, on s'en fiche, pourquoi vous vous mettez à ça? Ça vaut pas le coup, tout marche bien, tout est ficelé. Et d'ailleurs, si vous y réussissez, on ne vous croira pas. Hein, schématiquement, c'est ce qu'il dit. Bon, Einstein, c'est une tête de cochon, hein, et il se met au boulot. Il se met au boulot, donc avec Grossman. Voilà. Et il va mettre beaucoup de temps à trouver la bonne théorie. Je parlais tout à l'heure des principes. Il y a le principe de covariance aussi dont je n'ai pas parlé, le principe de Mach, le principe de relativité, le principe d'équivalence. Il va être obligé d'en laisser tomber une partie. D'ailleurs, le principe de Mach ne fonctionne pas si bien en relativité générale. Mais le péril de Mercure va lui servir non pas, n'est-ce pas, comme... C'est juste un effet, ça ne lui donne aucune idée. Mais ça va lui permettre, au milieu des théories, ce qu'il appelle des esquisses, hein, Handbuch-Fondement, des théories qu'il va brosser avec l'aide de Friedman. Friedman fait les maths, il fait la physique, hein, c'est toujours des articles en deux parties, entre 1912, 13, 14. Hein, il va toujours faire le calcul du périhélie. Et le périhélie lui sert, c'est 43 secondes d'arc par siècle, de savoir s'il est sur le bon chemin ou pas. Et c'est justement en novembre, le 18 novembre, si je me souviens bien, c'est écrit là-haut, oui, 1915, Eureka, il a 43 secondes. Alors ce 43 secondes, ça fait mythe un petit peu, ça aurait été 45 ou 50, ça marchait aussi, hein, c'est pas ça près. Mais aujourd'hui, le péril de Mercure, n'est-ce pas, qui est quand même une toute petite chose hein, dans le ciel, c'est une toute petite anomalie de la théorie de Newton. Ce qu'on a en un siècle, maintenant on en a un jour sur un certain nombre d'objets, en fait, c'est pas des objets très massifs qui tournent l'un autour de l'autre, et on mesure aujourd'hui le test du périhélie, de l'avance du périhélie, d'une manière extrêmement précise. Vous en aurez des conférences là-dessus, je ne vais pas y insister. Mais ce qui est fou, c'est que ça fonctionne toujours très bien. Donc c'est publié. Alors à Sommerfeld, il dit il faudrait que je trouve mon papier, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai perdu. Bah, tant pis. Ah, il est là. Oui, bon, si je le retrouve. Mais en gros, il lui dit qu'il est un petit peu. Il est ravi. Et il s'en veut un peu d'avoir. Je reprends les termes, hein, c'est pas la peine de lire, vous l'aurez un peu partout. Comment dirais-je, de son recul devant la précision pédantesque de l'astronomie. Hein, parce qu'elle a bien aidé la précision pédantesque de l'astronomie. Ce sont les termes d'Einstein, pédantesque. Hein. Bon, donc il est tout à fait content, il sait qu'il est sur le bon chemin, qu'il a la bonne théorie, et il y a les problèmes avec Hilbert, mais ça c'est secondaire. Les équations de champ vont être publiées 8 jours après, S menu, égale kit et menu, on y reviendra. Bon, les voilà un peu plus développés, mais ça se développe encore plus. Inutile de vous dire que c'est pas très facile à résoudre. En 1916, juste après, dans l'Annales de physique, il y a l'ensemble de la théorie qui est publiée. La relativité générale par rapport à l'expérience, j'ai déjà dit, dès 1907, il avait les 3 tests dans la tête. Le périhélie, donc, c'est fait, ça marche, et ça va être ça qui va faire tenir, et seulement ça, la théorie de la relativité générale pendant 50 ans. On verra pourquoi, parce que la déviation des rayons lumineux par Eddington et Dyson, ça va se faire en 2 expéditions, l'une en Afrique, d'ailleurs, voilà, vous avez le trajet de l'éclipse, hein, l'une à Principe, on va voir, ça c'est ici, et puis l'autre à Sobral, où d'ailleurs j'ai été, parce qu'il y a eu une conférence brésilienne là-dessus, hein, c'est un endroit où il fait 43, pas 43 secondes d'arc par siècle, mais 43 degrés à l'ombre. Je m'en souviens. Absolument. Absolument. Crête de chaud, c'est horrible. Bon, c'est vraiment très difficile. Mais il y a d'ombre. Non, il n'y a pas d'ombre. Il faut monter, mais il y a des petites montagnes. L'hôtel est en haut. Bon, bref. C'est à Sobral, finalement, que ça sera mesuré, parce qu'il fera mauvais temps à Principe.
Et bon, Eddington rentre. Je ne vais pas discuter, n'est-ce pas, de la manière dont ça se mesure. Pendant une éclipse, c'est parce que la déviation des rayons lumineux, on prend une photo quand même, hein, pour rappeler à ceux qui ont compris et lu des choses là-dessus, comment ça se passe. On prend une photo, alors en fait ça se passe dans les Iades, si je me souviens bien, où il y a beaucoup d'étoiles très brillantes, et c'est ça qui fait le succès de ces mesures, parce qu'autour du Soleil, le Soleil, lorsqu'il va être éclipsé par la Lune, on a besoin d'une éclipse justement pour ne pas voir le Soleil et voir les étoiles à côté qui vont avoir une position un petit peu différente que quand le Soleil n'est pas là. Parce que les rayons vont être infléchis par le Soleil, n'est-ce pas? C'est le champ gravitationnel du Soleil qui infléchit les rayons au moment, pas seulement au moment de l'éclipse, hein, tout le temps, mais au moment de l'éclipse, on peut le voir et on peut superposer les deux plaques, l'une prise dans le champ des Iades lorsque le Soleil n'est pas là, et les étoiles les plus brillantes. Et bon, donc, Eddington est convaincu, Dyson est convaincu, l'essentiel des gens, quand même, beaucoup de gens sont convaincus. Chaque coup, je me perds. Oui, c'est un espace court. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une publicité de The Illustrated London News, où vous avez tout. Vous avez Sobral en bas, vous avez le champ, vous avez l'éclipse, vous avez la déviation, toute la théorie avec, dont je vous ai parlé, mais tout ça vous le trouverez dans les bonnes revues. À la Royal Society, je ne vais pas lire non plus tout le texte, quoique celui-là, on peut le lire, mais c'est vraiment... finalement, c'est la disparition de Newton. Hein. Il y a le portrait de Newton, c'est Whitehead qui raconte ça. Il y a le portrait de Newton qui, au second plan, s'éclipse, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Et Einstein prend la place. En fait, il est plus intéressant, plutôt que de lire Whitehead, c'est la messe, hein, d'une certaine manière. On célèbre cette... Il faut quand même dire que l'Angleterre, pendant la guerre, a décidé d'envoyer 2 expéditions. Hein, c'est quand même fou. Il fallait qu'Eddington et Dyson aient une certaine autorité, hein, sur l'amirauté, et aussi le fait qu'Eddington était Quaker et il ne voulait pas aller à la guerre. Donc on était très content de l'éloigner, ça ne posait pas de problème diplomatique. Voilà. Donc il y avait d'autres raisons. Enfin bon. Donc au-delà de ça, hein, au-delà de ça, ce que marque ce moment, voilà, ce que marque ce moment, alors le Times, une révolution, etc. Ce que marque ce moment, c'est aussi, par contraste, le fait que la théorie de Newton, elle n'est pas du tout mise de côté. Elle va continuer à faire toute l'astronomie, en fait. La relativité générale va avoir extrêmement peu de place, je l'ai déjà dit, mais j'y insiste, sur l'astronomie, sur l'astronomie de position en particulier, et le reste, hein, elle va avoir extrêmement peu de place. Il n'y aura pas de nouveaux tests, à part les 3 dont j'ai parlé. Alors, bon, on va insister. Le Périhélie, qui va, j'y insiste, être vraiment la clé qui fait tenir la relativité générale pendant ces 50 ans. Parce que très peu avant, alors ça c'est Paris, c'est la mode, quel concert de louanges. Ces dames parlent, il s'agit d'Einstein. Mais c'était comme ça à Paris un peu, hein, parce qu'Einstein est venu, on en parlera tout à l'heure. Bon, la relativité à l'étiage, elle a été traversée du désert. Pourquoi? On va regarder la production. Hein, c'est moi qui ai fait ce graphique, hein, d'une manière à la main, d'une manière très précise. Et vous voyez un peu la chute. La chute est terrible. Alors, en 1919-20, c'est la gloire pour Einstein, hein, on vient d'en parler rapidement. Et puis après, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade des publications. Einstein lui-même se met dès les années 20 à travailler sur des théories unitaires, hein, qui est toujours aujourd'hui la question. Bon, ça ne remonte qu'après les années 55 et il faudrait qu'on poursuive la courbe. Voilà. Bien. Alors, une des questions, c'est que justement la déviation des raies, la déviation des rayons lumineux, va en prendre un coup au moment de l'expédition de Sumatra par Tinel Freundlich. Tinel Freundlich, dès 1911, est associé à Einstein. Einstein lui demande de travailler là-dessus. Il fait beaucoup de choses, il n'a pas de chance. Il y a beaucoup d'expéditions qui vont avoir de la pluie ou des choses de ce genre, en Russie en particulier, la guerre. Bon, il n'a pas de chance, Freundlich. Il y arrive à Sumatra, et à Sumatra, il va trouver des choses qui ne sont pas tout à fait d'accord avec Eddington. Alors,
Eddington, à ce moment-là, dit « Ah, oui, en effet, je ne pense pas que 1,75 secondes, c'est ça, n'est-ce pas, la déviation, puisse être faux. Mais on n'en sait pas autant, je sais ça par cœur, de la lumière qu'on croyait, etc. Mais bon, il est toujours finalement optimiste. Mais en fait, lorsqu'on va voir ce qui se passe parmi les gens qui font des observations, qui jugent de l'état de la théorie, l'optimisme n'est pas là. C'est encore pire pour le décalage des raies dans un champ de gravitation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les années 14, très très vite, les années 20, etc., par un certain nombre de gens, dont Schwarzschild d'ailleurs, avant. Il avait commencé déjà à travailler là-dessus. Et les résultats ne sont pas concluants. On n'arrive pas finalement comment dirais-je, à voir clairement ce décalage. On n'y arrivera qu'en 1960. On va voir ça tout de suite. Donc, jusqu'alors, entre 1915 et 1960, la seule chose qui tient, c'était le périhélie. Alors, c'est la panique parmi les astronomes et les physiciens anglais en particulier, qui n'ont aucune raison, on le voit aujourd'hui d'ailleurs pour des théories comme les cordes, il y a un tas de gens qui ne veulent pas s'y mettre, parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement. C'est un petit peu la même idée, ils ne veulent pas se farcir les tenseurs, c'est le truc qui fait peur, alors c'est pas si compliqué les tenseurs, c'est juste la manière de changer le système de référence. Mais bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Whitehead qui fait une citation là-dessus aussi. Et puis, il y a d'autres manières de voir qui commencent à devenir extrêmement violentes. C'est une théorie métaphysique, c'est une théorie mathématique, où est la physique il y en a un qui, c'est Curtis, je pense, qui va travailler en cosmologie d'ailleurs, qui dit moi je ne crois pas, je suis un hérétique. Je le cite, c'est tout à fait son terme. Donc, il y a une très grande défiance par rapport à la relativité générale, et vous voyez, elle s'exprime tout à fait dans la courbe, voilà, dans cette courbe-là. Plus personne, il y a très peu de gens qui travaillent, c'est le nombre d'articles ou de livres. Il y a très très peu de travaux qui se font, et d'ailleurs, il est difficile de trouver un sujet de thèse. Moi, quand j'ai fait ma thèse, il a fallu que je me trouve un sujet, mais personne ne vous le donnait. C'était pas évident du tout. C'était pas évident du tout. Et ça durait encore en France, mais pas seulement en France. Bon, je ne vais pas tellement insister là-dessus, mais il y a eu des choses extrêmement violentes. Par exemple, comment il s'appelle, de Feynman. Alors ça a été publié, mais en fait c'était privé. Il écrivait à sa femme, c'était en 62. Alors vous voyez, c'est tard. 62, pourtant il y avait déjà une tendance à la renaissance, au renouveau de la relativité générale. Il écrit en sortant d'une conférence relativiste, je cite, comme ça, de mémoire, bon, entre guillemets, c'est une bande de cons, en gros, j'ai rien à faire là-dedans, rappelle-moi de ne plus jamais aller dans des conférences de ce type. Vous voyez, comme les quanticiens, alors qu'il y avait des gens qui étaient de très très bon niveau, c'était pas tous des abrutis, ni des petits étudiants comme moi, d'ailleurs j'étais pas encore là, mais bon, c'est vrai qu'il y a de mauvais travaux, mais il y en a partout. Et puis c'était pas facile d'en faire de bons en relativité. Et donc il y a une agressivité qui est terrible. Et c'est pas seulement Feynman, je cite Feynman parce que d'abord ça a été publié, mais il y a plein d'autres, bon je vais insister ça là-dessus plutôt à l'ABN l'autre jour. Et là je veux plutôt vous installer dans l'espace-temps. Bon, et 20 ans plus tard, Einstein dit oui, il est vrai que la relativité générale a un rôle modeste. Et c'est vrai, très modeste. Voilà. Alors, Peter Bergman, qui était un élève qui est mort il n'y a pas très longtemps, et que j'ai assez bien connu, qui disait l'isolement, finalement, des relativistes. Il disait, à Princeton, il travaillait à Princeton, Einstein depuis 1933. Vous comprenez pourquoi? Il était à Princeton, et il avait pris Bergman sous son aile, et c'était son assistant. Et Bergman écrit, à Princeton, il suffisait de connaître les 6 meilleurs amis, et on savait tout ce qui se passait en relativité générale, les 6. Et Linfeld, qui était un autre
collègue d'Einstein, qui a écrit un bouquin avec lui, hein, Léopold Wittfeld, disait on est mal vu dans l'Est, et pour des imbéciles, en gros. Einstein, voilà, c'est ça. Ils me prennent pour un vieux fou. Ils me prennent pour un vieux fou. Et c'était à peu près ça. Hein, c'est à peu près ça. D'ailleurs, il se lançait dans des théories unitaires. Les gens, bon, on n'était pas là. Hein, ça intéressait peu de gens. Bon, bref. Donc, les relativistes sont découragés. Et Wien, qui était à ce moment-là, c'était un Allen de physique, je pense, l'éditeur, va refuser un papier de bonne qualité, parce qu'on connaît ce papier, d'un physicien argentin, dans les années 60, je pense, enfin, j'ai la citation là, mais j'ai la flemme de la regarder, parce que la relativité générale, c'est pas de la physique, point. Et ça, c'était partagé, c'est des maths. Et c'est pas complètement faux, hein. Aujourd'hui, les gens qui ont fait des choses importantes, c'est souvent des matheux, Penrose par exemple, Hawking un peu moins, et Penrose, c'est vraiment un mathématicien, il a beaucoup apporté. Et Trautmann, qui était un physicien, mathématicien polonais de très bonne qualité, tous les gens que je cite, hein, c'est pas des seconds couteaux, disait que... Oh, il faudrait quand même que je trouve un peu mes... Parce que... Oui, ben je retrouve la citation. Je retrouve la citation de Curtis de tout à l'heure. Je ne me sens pas prêt à avaler la théorie d'Einstein avant bien longtemps, sinon même jamais, je suis un hérétique. Il est exact que la théorie de la générale a joué jusqu'à maintenant un rôle plutôt modeste quant à ses liens avec l'effet empirique. Ça, c'est la citation d'Einstein. Il faudrait que je trouve celle de Trautmann, elle doit être là. Ouais. Oui, non, je trouve pas celle de Trautmann, mais ça fait rien. Celle de Guido Beck, dont je parlais, là, le physicien argentin, il a reçu une carte, Annalen der Physik, en effet, une carte de l'éditeur, Wien, que la relativité générale n'est pas de la physique et que son périodique était trop bon pour s'intéresser à ce genre de truc. Sympa. Voilà. Et Wheeler, qui a fait de la relativité générale à partir du début des années 50 à Princeton, en parallèle avec Einstein qui était retiré d'une certaine manière, il dit qu'il a fait le premier cours de relativité générale à Princeton en 1952. Hein. Et c'était le cas partout. Pour travailler en relativité générale, Paris était plutôt un centre important. Et beaucoup de gens, on leur a dit, surtout ne vous dirigez pas vers la relativité générale. Hein, Chandrasekhar, je ne cite que des gens importants, Kipson, hein, qui a été un des collègues et étudiants de Wheeler, qui a écrit le phone book, là, le Gravitation, en 1976. On lui a dit qu'il fallait aller voir ailleurs. Hein. Voilà. Et Bernard Schutz, qui a écrit d'ailleurs un bon papier sur ce genre de sujet, on lui a dit que de nombreuses... Il voulait s'intéresser aux ondes gravitationnelles, il a beaucoup travaillé sur les ondes gravitationnelles, on lui a dit, il n'y a pas très longtemps, qu'il sacrifiait sa carrière, tout simplement. Et c'était pas faux, hein, c'était comme ça. Bon, je voudrais citer un texte, justement, de 55, qui me semble, enfin que j'aime beaucoup. C'est un texte de Born, prix Nobel, meilleur ami d'Einstein, 1955. C'est la première fois vraiment qu'il y a une conférence sur la relativité générale. Ça se passe à Berne, hein, et c'est pour le cinquantenaire de la restreinte, hein, c'est 50 ans après 1905. Et là, il y a une question de relativité générale. Et Born écrit ceci, enfin non, on n'écrit pas, dit ceci. Je me souviens que pendant ma lune de miel, en 1913, j'avais dans mes bagages beaucoup ce texte, parce que justement, il parle vraiment comme un ami d'Einstein, et il ne faut pas prendre du tout ça comme quelque chose d'agressif. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour Einstein, qui l'aime bien, il vient de mourir Einstein. Donc je me souviens que pendant ma lune de miel en 1913, j'avais dans mes bagages quelques tirés à part des articles d'Einstein qui, aux grandes dames de mon épouse, ont absorbé mon attention pendant des heures.
Ces papiers me semblaient fascinants, mais difficiles et presque effrayants. Il faut prendre ça vraiment, c'est très sérieux, c'est une très bonne analyse, à mon avis. Lorsque j'ai rencontré Einstein à Berlin en 1915, la théorie était très perfectionnée, couronnée par l'explication de l'anomalie du péril de Mercure découverte par Leverrier. Je l'ai comprise, non seulement grâce aux publications, mais grâce à de nombreuses discussions avec Einstein. Ce qui eut pour effet que je décidai de ne jamais travailler dans ce champ. Les fondations de la relativité générale m'apparaissaient alors, et encore aujourd'hui, comme le plus grand exploit de la pensée humaine quant à la nature, la plus stupéfiante association de pénétration philosophique, d'intuition physique et d'habileté mathématique, mais ses liens à l'expérience étaient ténus. Cela me séduisait comme une grande œuvre d'art que l'on doit apprécier et admirer à distance. Bon, ça, c'est vraiment une très bonne analyse, à mon sens, de tout ce qui s'est passé entre 1915 et 1960-70. Alors, pourquoi tout ça et quels ont été les faits sur la relativité générale et les travaux qui ont été faits? Bon, là, voilà Born, au colloque de Berne. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'est lui qui parlait tout à l'heure par ma voix. Bon, la situation expérimentale par Trompler n'est pas excellente. Elle n'est pas très mauvaise, mais elle n'est pas excellente. On n'a rien de vraiment nouveau. Il y a toujours que le Perrier, n'est-ce pas, qui va... Alors, Sinch, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui fait toujours des analyses critiques très pointues et intéressantes, marque que l'interprétation qu'on donnait, étant donné que les résultats, n'est-ce pas, sont très proches de la théorie newtonienne, on n'est pas obligé de se fatiguer à faire, et on ne sait pas le faire, à faire du Riemannien, je dirais. C'est pas simple. On fait du newtonien plus une approximation. Premier ordre, deuxième ordre. Et en fait, c'est une interprétation néo-newtonienne. Même les concepts sont repris. La masse, par exemple, qui n'a pas de définition invariante en relativité générale, pas plus que la règle, la distance, la 3 distances, n'a pas de définition, c'est le temps propre. Bon, tout ça, on s'en débrouille, en fait. On s'en débrouille et on reste, en fait, dans une pensée newtonienne à l'intérieur de la théorie d'Einstein. Évidemment, si on reste avec une approximation néo-newtonienne, n'est-ce pas, une interprétation néo-newtonienne, on ne va rien trouver d'autre. Alors il y a quelques personnes, on va en parler, n'est-ce pas, qui ont vu qu'il y avait d'autres choses à voir. Alors, bon, il y a un certain nombre de gens qui protestent, évidemment, donc Dicke, on en reparlera tout à l'heure, qui est un expérimentateur qui vient des théories nucléaires, je crois, ou bon, ce genre de choses, et qui s'intéresse à la relativité générale, et qui râle en disant qu'on ne fait pas assez d'expérience, etc., que lui, il va ramener l'expérience au cœur de la théorie, etc. Il n'a pas eu tellement de succès. Il n'a pas eu tellement de succès, et c'était pas tout à fait juste, comme vous allez le voir tout à l'heure. Bon, alors il y a un autre problème sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que je vous en parlais, et parce que c'est fondamental, la solution de Schwarzschild, on va en parler, c'est elle qui est au cœur, finalement, des trous noirs. Bon, et les trous noirs, c'est très important, et c'était un écueil, un problème vraiment grave, à cause de la question des singularités. On va en parler en détail et on va essayer de le comprendre. Donc c'est une longue histoire, et une difficile histoire. Alors là, il y a un certain nombre de gens qui ont collaboré. Vous avez Schwarzschild ici, Eddington qui a dit des bêtises, Laue aussi, et Sinch qui a fait des choses intéressantes, et puis Albert Einstein, centre évidemment. C'est une théorie complexe qui pose plein de problèmes, en particulier la question de la définition de l'espace-temps. Alors il faut voir ça, savoir que, en fait, il faut construire un espace-temps. Hein. On n'est plus dans l'espace-temps euclidien, on est dans un espace-temps courbe, riemanien, et même pseudo-riemanien, parce que les distances, n'est-ce pas, enfin, il y a 6 mois, quelque part. Hein. La lumière, la longueur, si vous voulez, des trajets est nulle. Bon, donc ça pose des questions qui n'avaient jamais été abordées, même mathématiquement, jusqu'alors. C'est donc pas étonnant qu'il y ait eu des problèmes. Alors voilà l'avis de Sinch, n'est-ce pas, en 1950, hein, dans son livre sur la restreinte, je pense. Non, dans un papier qu'il a fait, justement. Bon, enfin, qu'importe. Alors, il fait la comparaison entre
la théorie d'Einstein, de Newton et d'Einstein, en parlant de l'équation de Laplace qui a joué un rôle important, etc. Il est trop tôt, dit-il, pour savoir si les équations d'Einstein sont destinées ou non à jouer un rôle fondamental. Bon. Leur étude est très difficile pour plusieurs raisons. 10 équations, 10 inconnues. Non-linéarité. Notre connaissance actuelle des propriétés des solutions est très restreinte. Comme solution particulière, nous avons la solution de Schwarzschild, correspondant à la symétrie de rotation, mais même dans ces solutions, il reste quelques obscurités vraiment fondamentales qu'il est souhaitable de supprimer. 1950, hein. On n'avait pas compris, en 1950, je dirais, de A à Z, d'une manière parfaite, mathématiquement, physiquement, la chute des corps, la chute radiale. On n'avait pas compris. Justement, c'est ce qu'on va voir. On ne l'avait pas bien compris. C'est quand même fou. Hein, le problème de Galilée, la chute des corps, n'était pas compris dans la relativité générale avant les années 60, fin des années 60-70. Hein. C'est-à-dire de A à Z, d'une manière propre, correcte. Hein, bien sûr, les approximations, ça marche très bien. Bon, alors, solution de Schwarzschild, ben voilà Schwarzschild qui va mourir d'ailleurs pendant la guerre, une maladie. Voilà. Alors Einstein écrit à Schwarzschild quand il publie cette solution qu'il est très intéressé, qu'il est étonné par le travail de Schwarzschild, qu'il est étonné qu'on ait trouvé si facilement cette solution. Hein. Bon, ça a été une des rares solutions exactes et générales qu'on ait même aujourd'hui. On en a plus, mais c'est pas évident. Hein. On a deux grandes solutions. La solution de Schwarzschild, qui en gros c'est le champ de gravitation autour du Soleil, ou, c'est important, autour d'une masse ponctuelle, pour pouvoir étudier l'espace partout. C'est très important ça. Hein, mais c'est la même chose. C'est la rotation, le vide, qui autour d'une masse ponctuelle, le vide, vous avez un champ de gravitation, on veut l'étudier de A à Z, pour justement, par exemple, avoir la chute radiale, qui est au centre, en R égale 0. Bon. Alors on en revient. Alors oui, enfin, une manière de voir très schématique, mais je reste schématique, vous aurez des conférences de spécialistes, de mathématiciens et physiciens, beaucoup plus habiles que moi à vous expliquer tout ça. Mais avec les mains, je crois que ce n'est pas inutile de vous introduire aux questions qui seront posées dans les conférences qui vont suivre. C'est une machine à fabriquer des espaces-temps. Hein, les équations d'Einstein, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez ici le membre de droite, n'est-ce pas, c'est la distribution de matière. Pour Einstein, c'était du bois. C'était pas quelque chose de sérieux, mais on n'avait pas d'autre manière de faire. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Si vous voulez, c'est la distribution de matière qu'on se donne. Par exemple, une masse ponctuelle, le vide, quel est le champ de gravitation autour? Pas plus compliqué que ça. Ou la cosmologie, c'est l'autre grande solution, une soupe égale partout, isotrope, homogène. Et alors là, c'est l'univers entier, et on essaie de résoudre. Alors on met ça, bon, ça donnera deux espaces-temps différents. Hein. D'un côté, en gros, l'espace-temps de Friedman, pour être simple, ou de mètre, on fait un tas de choses. Et l'espace-temps de Schwarzschild. Schwarzschild, c'est quand on a juste une masse ponctuelle. Friedman, on n'ira pas plus loin. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Enfin, il y a des gens comme ça, beaucoup plus, mais pas tout le monde. Donc, bon, et à gauche, c'est la machine mathématique qui va permettre de trouver la structure de l'espace-temps, qui va nous donner les équations qu'il va falloir faire tourner. Alors, pour Schwarzschild, comme pour Friedman, Einstein s'est fichu dedans parce qu'il n'a pas cru que ça pouvait être dynamique, mais ça c'est secondaire, c'est vraiment un petit problème. On a les solutions exactes et générales. C'est donc une manière de pouvoir étudier ce que c'est qu'un espace-temps. Parce que si on a une solution approchée, on ne voit pas ce qu'on appelle, si vous voulez, des points critiques. Ils sont masqués par les perturbations la plupart du temps. Alors que les solutions exactes et générales, hein, c'est le cas de ces deux grandes solutions dont je viens de vous parler, on en a la structure exacte, et donc on peut l'étudier. Et en fait, ce qui se passe entre 1917, disons, hein, et longtemps, c'est que les gens vont se mettre à travailler sur les espaces-temps, pour comprendre comment ça marche, parce que, bon, c'est un peu un mystère. Alors, bon, il y a un bug, mais ça, c'est pas très grave. Je dirais de quoi il s'agit. Ça,
c'est ce qu'on appelle le DS2. Le DS2, c'était un petit peu l'objet miracle en relativité générale. On travaillait toujours sur le DS2. C'est l'élément linéaire d'espace-temps. Ça permet de calculer la distance propre. S, c'est la distance propre. Il n'y a plus de distance en relativité générale. C'est très important, de 3 distances. Hein. Les distances au sens newtonien, au sens d'une règle. Il n'y a pas de rigidité. Et donc, la seule chose qui compte, c'est le temps propre. On travaille en temps propre. Et S, c'est justement le temps propre, donc il faut intégrer DS pour avoir les longueurs sur les trajectoires. Bon, schématiquement, hein, je ne vais pas rentrer dans les maths, mais vous voyez deux choses ici. Deux singularités. Ah oui, c'est là. Vous avez R égale 0 d'abord. Ici, ça devient infini si R est nul. Bon, mais ça, en R égale 0, c'est le centre. C'est le centre, n'est-ce pas? C'est là où la matière est concentrée. Et finalement, on a ça aussi dans le potentiel newtonien. C'est le potentiel en 1 sur R. En R égale 0, c'est normal qu'on ait une singularité, donc ça ne choquait pas. Ce qui est beaucoup plus choquant, c'est quand ce terme s'annule. Là, ça devient nul, et ici, ça devient infini. Et ça, c'est ce qu'on appellera la singularité de Schwarzschild. Il y en a une, donc en R égale 0, c'est la singularité qu'on appellera vraie, et qui ne pose pas de gros problèmes. L'autre, c'est la singularité de Schwarzschild, sur laquelle les gens vont travailler pendant des années. Et c'est ça qui va, c'est là-dessus que va se construire le trou noir. Bon, mais à l'époque, il n'en est pas question, parce qu'on pense, bon, ça on va y venir. Voilà, mais c'est très important la solution de Schwarzschild, parce que c'est là-dessus, toujours, qu'on fait les calculs, parce que c'est la solution sphérique, à partir desquelles on peut faire tourner la machine et avoir... bon. Et on va étudier cette solution énormément. Alors vous voyez la structure classique, c'est moi qui ai fait ce petit dessin. Vous avez la singularité de Schwarzschild ici, n'est-ce pas? Et puis la singularité R égale 0. Le rayon, il est généralement, et ça, bien, la singularité de Schwarzschild, en fait, elle est cachée à l'intérieur des masses. Si vous étudiez l'espace-temps avec une masse ponctuelle, là on la voit, ça permet d'étudier l'espace-temps. Mais dans la réalité, elle est par exemple de 1 cm pour la Terre, c'est-à-dire qu'elle est bien cachée à l'intérieur de la Terre. Et étant donné que c'est la solution du vide, elle n'apparaît pas. Hein, je suis clair là-dessus, c'est important, elle n'apparaît pas. C'est la même chose pour le Soleil. Pour le Soleil, c'est 3 km. Donc c'est bien à l'intérieur. Donc ça n'apparaît pas. Donc il n'y a pas de problème, en gros. Hein, puisque ça n'apparaît pas ça ne s'exprime pas dans la solution du vide, de la gravitation. Le rayon étant bien au-delà, le rayon il est... non, c'est pas ça. Voilà. Le rayon, il est, je sais pas, il y a 10 puissance 5 hein, entre le rayon de la singularité de Schwarzschild et le rayon de la Terre ou le rayon du Soleil. Donc, finalement, bon, mais on est quand même embêté. On est quand même embêté parce que, où se termine l'espace-temps? Qu'est-ce que l'espace-temps? Et ça, c'est une question qui est fondamentale. On ne peut pas travailler dans un espace qu'on ne connaît pas. J'essaie de... Ah oui. Alors on arrive en 1922 à Paris, au Collège de France, où Einstein est invité par Langevin, c'est juste après la guerre. Il n'est d'ailleurs pas invité à l'Académie. J'ai invité au collège. Les académiciens sont très réticents, les physiciens sont très réticents. Il y en a peu qui s'y intéressent. Il y a Becquerel, le fils Becquerel, et Langevin, évidemment, qui est un ami d'Einstein. La plupart des gens, hop, ils ne vont pas l'inviter à l'Académie. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Et au Collège de France, justement, il est question de cette singularité. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un problème secondaire, c'est un problème fondamental. Et Einstein essaie d'y répondre. Alors c'est Hadamard, le grand mathématicien, n'est-ce pas, qui pose la question, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Oui. Bon. C'est quoi? C'est une catastrophe. Et Einstein, en rigolant, dit, c'est la catastrophe Hadamard. Bon. Et puis il va faire un calcul, bon, sur lequel je ne veux pas... Bon, qui est insuffisant, mais disons, qui permet de laisser de côté, il dit que la pression devient infinie avant, enfin des choses de ce genre, ce qui n'est pas faux, mais le modèle sur lequel il s'appuie est insuffisant. Bon, et donc le problème est réglé
pour une fois. Voilà. Alors, au milieu de tout ça, il va s'engueuler avec Pain de V. Pain de V est en fait essentiellement un newtonien. Hein. C'est un très bon mathématicien, un newtonien convaincu. Il a fait de nombreux travaux, mais il ne comprend rien à la relativité. Et la chose qui le gêne le plus, et qui va gêner les gens, c'est que lorsqu'on voit, si vous voulez, voilà ici, voilà, le R, θ phi encore on peut discuter, mais R et T, ce ne sont pas des, comme chez Newton, quand vous avez T chez Newton, c'est vraiment le temps qui permet de mesurer les phénomènes. C'est le temps absolu, mais c'est le temps de tous les phénomènes. C'est le temps paramètre. C'est le temps, bon, ça pose pas de problème. Là, c'est un temps coordonné, ça n'a pas de sens physique. Et pour se mettre ça dans la tête, c'est pas évident. Et c'est la même chose pour R, je disais tout à l'heure, R, ce n'est pas d'une grandeur physique, ce R-là. C'est ainsi. Il va falloir reconstruire tout ça. Donc il faut repenser tout. Tout est à repenser. Dans l'interprétation néo-newtonienne dont je parlais tout à l'heure, bah, R, et au premier ordre, au second ordre, ça marche encore, R, c'est bien la distance newtonienne, T, c'est le temps infini, ça pose pas de problème, et on arrive à calculer la déviation, etc. Mais quand on essaie de faire les choses proprement, c'est-à-dire de comprendre la théorie, on ne peut plus se permettre ça. R, ce n'est pas la distance, c'est pas la 3 distances, hein, la distance d'une règle, et T, c'est pas le temps. Le temps, c'est tau, ou S, si vous voulez. Le temps propre. Et le temps propre est différent pour chaque particule. Vous avez chacun votre temps propre. C'est le problème des jumeaux, d'ailleurs. Hein. Ça explique tout le problème des jumeaux. Hein, les jumeaux de Langevin, tout le monde connaît ça. Eh bien, il y a des tonnes, il y a un tas comme ça de bouquins qui ont été écrits sur les jumeaux, tellement c'est décomposé. Ah voilà la Damar dont je parlais tout à l'heure. Alors, bon, la singularité de Schwarzschild, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il y avait énormément de choses à voir. C'est vraiment le sujet qui occupe les gens. C'est la solution, c'est le paradigme. C'est la solution fondamentale. Et cette solution fondamentale, eh ben, on ne l'a pas comprise. On la comprendra dans les années 70, avec le trou noir, pas avant. Et encore, on n'a pas fini. On verra tout à l'heure peut-être. Bon, alors, en fait, on fait des calculs. Et par exemple, Eddington, il voit un cercle magique. Et l'idée qui va dominer la doxa, c'est que c'est impénétrable. Hein, la lumière, par exemple, enfin bon, il y a plein de manières de voir. La lumière s'agrège autour et on ne peut pas rentrer. C'est tout le contraire du trou noir, je signale. Un trou noir, au contraire, on rentre, on ne sort pas. Et c'est le même cercle. Hein, c'est l'horizon. Bon, mais ça fait rien, je veux dire. Le problème, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, c'est qu'on calcule avec, justement, le temps qui n'est pas le temps propre, avec des temps newtoniens. On fait des travaux en newtonien. Et en fait, en newtonien, eh ben, l'interprétation n'est pas bonne. Hein. Mais les gens n'en sont pas conscients. C'est pas si simple. Hein. Ça va être très dur. Alors, c'est donc les coordonnées qui posent problème. Les coordonnées ne sont pas physiques. Et Langevin, qui est un monsieur qui n'est pas imbécile, va faire le premier travail où il va montrer, si vous voulez, où est la question. La question, c'est que justement, on travaille en coordonnées. Et que les coordonnées n'ont pas de sens physique. Et en fait, il prend la solution de Schwarzschild, il lui fait faire, il change de coordonnées, et puis il trouve une autre singularité ailleurs. Alors il dit, vous voyez, on peut en créer où on veut. En gros. Ça ne va pas émouvoir les gens, son article ne va pas être lu, et je vais trouver beaucoup de citations. Bon, mais qu'importe, c'était juste. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas les bonnes coordonnées. Pour étudier un espace-temps, c'est compliqué. Et c'est essentiel. Si on ne se pose pas la question de l'espace-temps, on ne parle pas de relativité. Hein. Si je vous en parle là, c'est pas par... c'est indispensable. Alors voilà par exemple ce que fait Laue. Laue, c'est un grand monsieur, un prix Nobel, et il a fait 2 livres sur la relativité, un sur la restreinte, un sur la générale en 21. Et regardez ça. Il n'est pas le seul, il étudie toutes les trajectoires. Alors vous les voyez, les trajectoires ici. Alors on va mettre ici. Vous voyez, ça c'est une trajectoire de rayon lumineux, hein, qui vient de l'infini. Celle-là, elle s'enroule. Et là, elle est encore plus courbée, c'est la déviation des rayons lumineux. Mais regardez au milieu, vous voyez?
alpha, là, C2GM, c'est impénétrable. Vous n'avez rien qui rentre. Parce qu'il ne prend pas les bonnes coordonnées. Hein, mais les bonnes, ça veut dire quoi à l'époque? En 23, en 21? Bon, c'est impénétrable. Plus grave, un type qui s'appelle De Gens, qui est un très bon étudiant, un étudiant de Donder, un Belge, va écrire une thèse. Hein, il y a 3 volumes épais comme ça, où il fait tous les calculs. C'est-à-dire qu'il calcule les trajectoires, ces mêmes trajectoires que vous voyez là. Il les calcule, mais pas en approximation, il les calcule mathématiquement, il a les équations exactes grâce aux fonctions de Weierstrass, des trucs pas simples, mais il fait tout le boulot. Il n'est pas le seul, il y en a un autre ou deux qui font ça. Et quand on regarde de près ces solutions, il a les solutions, les équations de chaque trajectoire, les solutions mathématiques, il rentre. Ça rentre. En particulier quand on prend l'angle de rotation phi, si vous voulez, qui permet de paramétriser la chute. Ça rentre. Il ne le voit pas. Il l'a écrit. C'est dans les équations. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas parce que c'est interdit. Papa m'a dit, c'est impénétrable. Je ne vois pas. En gros, c'est ça. Hein, je schématise. Mais c'est psychanalytique, c'est dingue. Je veux dire, c'est une doxa. Et c'est ça pendant 50 ans. Sauf, on verra tout à l'heure. Il n'est pas le seul, et on va voir ça. Je me perds toujours, hein, vous savez, c'est pas simple. Alors regardez De Gens, vous voyez hein, c'est lui qui fait ses calculs. Ses trajectoires sont les mêmes. Et pourtant, ces équations rentrent à l'intérieur. Il ne le voit pas. De Gens, c'est 23. Je crois que c'est toi. C'est quand même fou. Je veux pas. Faut que je m'approche de l'ordi. Bon, alors il y a un autre truc qui est encore rigolo aussi. C'est un papier d'un type qui n'était pas génial, il n'a pas fait de travaux que je sache très importants. Il le fait dans le cas radial. Le cas radial, c'est pas compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la chute libre vers le centre. Il s'avère que si vous regardez bien les équations que j'ai là, E2-1 c'est une constante, et donc les équations, si vous voulez, newtoniennes, sont dans ce cas-là les mêmes que les équations relativistes. Les mêmes, sauf que T, ça devient S, comme vous le voyez, et on peut même garder R, le R newtonien. Vous voyez? C'est les mêmes. C'est donc que ça passe. La chute, elle passe. Il y a ici, là, ou là, il y a une singularité en R égale 0, ça ne pose pas de problème. Il n'y a plus de M, de 2GM. Il ne le voit pas non plus, ou plutôt il le voit. Et comme ça le gêne, il revient aux coordonnées anciennes pour rétablir la singularité. Papa m'a dit. Donc je ne vois pas, non seulement je ne vois pas, mais je vois, mais il y a une erreur, donc je suis prudent, je reste. Il avait tout ce qu'il fallait en chute radiale. Bon, donc c'est pour vous dire l'atmosphère. Il y avait une manière de voir qui n'était pas la bonne, parce qu'on n'avait pas l'habitude, je parlais de point carré, point levé tout à l'heure, il n'avait pas compris, lui non plus, que les vraies bonnes coordonnées, ce ne sont pas les coordonnées newtoniennes, mais le temps propre. Le temps propre. Hein, c'est comme le poumon dans Molière. C'est le poumon, le temps propre. Il y a que le temps propre, tout le reste. C'est de la bagatelle. Bien. Chaque coup, moi, je me... Donc, il faut repenser la forme de l'univers. On va voir ça. Un espace-temps courbé. Ça, c'est la chose qui nous attend maintenant, essayer de comprendre comment ça s'est fait. Parce qu'au milieu de tout ça, si vous voulez, de 1915 à 1960-70, il y a quand même des gens qui ont travaillé dans le bon sens. Là, j'ai montré la doxa, la manière ce qui était partagé, hein, mais on va voir aussi, si vous voulez, justement ce que je disais, les blocages. Mais ce qui est important, c'est que les blocages nous montrent où sont les solutions, hein, où sont les questions. Et on va parler des cosmologues. Alors toujours, la machine a fabriqué des espaces-temps. Hein. Bon, voilà des espaces-temps, ça c'est pour vous embêter. Pour vous montrer à quel point c'est pas simple, j'ai foutu là les trucs que j'ai trouvés sur Internet, je ne vais même pas en parler, je suis quand même, ben ça... Ici, n'est-ce pas, c'est le trou noir. Ici aussi, c'est la structure de l'espace-temps. Ça, c'est l'espace de De Sitter. Ça,
c'est l'espace de Minkowski, puis ça, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est le trou noir aussi, vu par Penrose probablement, ou ce genre de choses de genre. Pour voir, le problème, c'est la représentation. On a du mal à se représenter. On fait des dessins, et ces dessins n'ont plus rien à voir avec la réalité. Vous voyez à quel point. Bon, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est pas la peine de comprendre ça. Vous voyez, je suis sérieux. Alors, construire un espace-temps. Bon, je m'excuse, hein, mais il faut comprendre ça. Donc, une machine à construire des espaces-temps. Le membre de droite, hein, dans les menu, Galkit et menu qu'on a vu tout à l'heure, c'est Galkit. À droite, vous mettez la matière. À gauche, vous avez la machinerie mathématique qui permet d'avoir les solutions qui vont nous permettre. Ce qui nous intéresse, hein, en fait, le DS2, dont on parle toujours, n'est pas facile à interpréter. Et on s'est trop longtemps, comment dirais-je, obstiné à regarder le DS2. En fait, le DS2, ça va permettre de faire les calculs, un point c'est tout. Il ne faut pas tellement s'y bloquer. Et en fait, je vous donne la solution, en tout cas la solution qu'on a maintenant, hein, c'est que l'espace-temps, il faut le construire à partir de l'ensemble des trajectoires possibles. Il faut que toutes les trajectoires, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est justement ça. Il faut que toutes les trajectoires possibles, c'est-à-dire qu'on calcule, soient dans un même diagramme d'espace-temps. Toutes. Et c'est ça qui va justement donner ces choses. Bon, ça, c'est finalement ce qu'on a compris beaucoup plus tard. Mais ça ne fait rien, il faut l'avoir en tête pour comprendre le reste. Alors, on va en venir à la cosmologie. La cosmologie a eu une importance, à mon sens, fondamentale. La cosmologie, déjà, ça n'a rien à voir avec la cosmologie newtonienne, la cosmologie relativiste. La cosmologie relativiste, ou plutôt la cosmologie newtonienne, comment dirais-je, on se donne l'espace-temps. C'est l'espace absolu. Et puis dedans, c'est descriptif, en fait. Hein, c'est descriptif. Ce n'est pas, il n'y a pas de construction de l'espace. 10 minutes? Bon, on va aller. Ouais, tu me triches là. Pour qu'il y ait des questions après. À quelle heure on ferme? 20h30, on fait payer. Bon, je te dis. Ok. Bon, donc la cosmologie, c'est très important. C'est fondamental, parce qu'en cosmologie, on va construire des espaces-temps et on va réfléchir à ces espaces-temps. En plus, c'est simple. Parce que justement, on suppose une soupe absolument homogène, etc. Et la solution de Friedman, Robertson, tout ce que vous voulez, c'est toujours la même, et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est toujours une soupe totalement homogène. C'est étonnant, mais c'est comme ça. On pourrait en parler longtemps, mais je n'ai pas le temps. Bon, la loi de Hubble, je n'en parlerai pas beaucoup, on vous en parlera. C'est la dynamique de l'espace-temps, etc. À l'époque, c'est pas du tout... Intellectuellement, oui. Physiquement, non, on ne peut pas faire de mesure. Aujourd'hui, ça a changé, mais je ne vous en parlerai pas, je n'ai pas le temps. Bon, alors là, quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez deux petites collines, vous voyez. Ben, c'est justement l'intérêt pour la cosmologie. Par Tolman, Oppenheimer plus tard, la cosmologie, un espace pour penser la relativité générale. Et ça, c'est évident. C'est évident. Les gens vont se faire la main sur des modèles simples. Se faire la main. De Sitter aussi. Hein. Einstein aussi, mais beaucoup moins. Hein. Et donc on va travailler en cosmologie pour avoir une idée de ce que c'est qu'un espace-temps. Elle a du mal, hein. Il faut vraiment se rapprocher de la machine. Voilà. Alors ça, c'est les gens qui ont justement travaillé là-dessus. Le plus important, c'est le maître. Hein, le maître, on va en parler, je vais essayer de vous faire comprendre. Tolman, Robertson, Sinch, Oppenheimer, Krauss-Gall. De le maître à Krauss-Gall, c'est la construction du trou noir. Et voilà. Alors, en fait, ça, c'est la structure classique, on l'avait vu tout à l'heure, avec la singularité, etc. Bon. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'était en pointillé, en fait. N'est-ce pas? C'est la surface. Le problème, il y a deux problèmes. Une singularité, si la singularité de Schwarzschild est bien une singularité, c'est la limite de l'espace-temps. Ce qui est singulier, on ne va pas dedans. Donc, en fait, on revient au modèle d'Eddington, etc., sphère magique.
et c'est pas tout à fait satisfaisant, et on va voir que c'est pas juste. Et puis, une autre singularité, c'est R égale 0 chez Friedman, c'est-à-dire le cœur, le Big Bang. Ça, c'est une vraie singularité. Ok. Bon. Le problème des singularités, c'est la limite de l'espace-temps. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. C'est pour ça que la singularité de Schwarzschild, qui n'est pas une singularité, c'est un horizon, a été un blocage. Mais R égale 0, c'est pas le cas. Alors le maître, bon, on va pas s'attarder sur lui, il va montrer, mais d'une manière extrêmement intelligente, que la singularité de Schwarzschild est une singularité fictive, analogue à celle, le mot horizon est déjà là. Voilà. À l'horizon du centre, dans la forme originale de l'univers de De Sitter. De Sitter, c'est justement l'univers de De Sitter, c'est de la cosmologie. Donc c'est un cosmologue, et la cosmologie l'aide à piger. L'aide à piger, et en fait il va faire un truc tout à fait astucieux, je vais essayer de... Ah bon, viens là. Bon. Alors, en fait, si vous voulez, ce qu'il va faire... Bon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher une solution dans laquelle il a à la fois Schwarzschild et Friedman. Pourquoi? Parce que la solution de Friedman, qui doit être un peu plus loin, voilà. La solution de Friedman, vous voyez, il y a une singularité au centre, c'est le Big Bang, et il n'y a pas de singularité de Schwarzschild. Il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, pourquoi il y en aurait une dans Schwarzschild, à l'intérieur du modèle de Schwarzschild? Donc il va faire une découpe, il va couper un morceau de l'univers de Friedman, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est dans l'autre sens. Voilà, ça va venir. Voilà. Il coupe un bout de Friedman, il le met au milieu, il sait qu'il n'y a pas de singularité du type Schwarzschild dedans. Pourquoi y en aurait-il une, finalement? Donc, il va faire beaucoup de boulot à partir de cette idée qui est vraiment excellente, parce qu'il a compris, grâce à la cosmologie friedmanienne, que la singularité de Schwarzschild, elle n'a aucune raison d'être là. Puisqu'il n'y en a pas dans Friedman, il n'y a pas de raison qu'il y en ait à l'intérieur de la solution. Ici, il met, là, c'est une soupe, comme la soupe cosmologique qu'il met là-dedans. Voilà, hein, ici. Et à l'extérieur, c'est Schwarzschild. Et il va trouver une solution dans un même système de coordonnées, ce qui est important, parce qu'il n'y a pas de problème de raccordement des solutions, enfin des problèmes techniques compliqués, où il va montrer qu'il a raison, et qu'il n'y a pas de singularité. Il va trouver un autre système de coordonnées dans lequel il n'y a plus de singularité de Schwarzschild, il n'y a que la singularité en R égale 0, et il fait ça en 1932-33. Hein, et d'une manière, c'est une démonstration, c'est pas une idée seulement. À ce moment-là, c'est une démonstration. Alors en fait, il a écrit ça dans une revue belge, en français, vous comprenez bien que ça n'a pas été très lu, mais c'est un monsieur qui voyage beaucoup. Hein. Il est déjà allé faire sa thèse aux États-Unis. Hein. Il a travaillé aussi avec Eddington, il est allé aux États-Unis, il y retourne. Il rencontre un tas de gens très importants, genre Stallman, qui est aussi un cosmologue, n'est-ce pas? Il rencontre... Il faut vraiment que je m'oriente, moi. Il faut que je reste là. Voilà. Alors vous comprenez bien que ce système-là, à partir du moment où la singularité est fictive, ça passe. C'est terminé, on ne peut plus garder, c'est pour ça que j'ai remis ça. Hein, on ne peut plus garder ça. Il va falloir construire l'espace-temps en allant jusqu'à R égale 0, avec un horizon. C'est à partir de ça que va naître le trou noir. Là, je suis dans le mauvais sens, là. C'est bizarre. C'est bon, là. Non, c'est les vieux, ça. C'est le mauvais sens. C'est le mauvais sens. Bon, on va aller dans le bon sens. Bon. Donc, l'ensemble des trajectoires possibles. Hein, c'est ça qui est fondamental. On va réétudier les trajectoires, et puis on va chercher un espace-temps dans lequel on peut toutes les mettre. Et on va arriver à des choses assez bizarres. En voilà deux. L'une, c'est celle de Robertson, à gauche, où vous avez des trajectoires, n'est-ce pas, qui disparaissent, regardez, vous voyez, hop, elles montent et puis elles réapparaissent. Alors en fait, il n'a pas compris. Et là, c'est 2M, hein, c'est la singularité de Schwarzschild qui est là, et il voit qu'il y a le problème. Et en fait, il le comprend.
Et là, vous avez la singularité R égale 0. Là, vous avez R égale 0, R égale 2m. Je vais refaire ça de l'autre côté, pour tout le monde. R égale 2m, R égale 0. Vous avez des particules entrantes et des particules entrantes et des particules sortantes. Bon, c'est pas encore clair, mais c'est la bonne voie. Et il fait ça, et ça intéresse si peu de monde qu'il ne le publie pas. Ça sera publié en 68, 30 ans plus tard, par son assistant. Il est mort. Mais il discute avec le maître, il discute avec Tolman, et tous ces gens-là vont avoir une grande importance. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Voilà Tolman. Voilà donc le maître, Tolman, Oppenheimer. Le maître donc a montré que la singularité de Churchill n'était pas singulière, qu'elle n'était pas obtuse. On rentre, elle n'est pas impénétrable. Tolman va faire passer, et il l'a démontré. Il a une solution qui permet de traiter ça, et une solution exacte. C'est une solution à pression nulle. Donc qui prend à la fois Friedman et Churchill, extérieur. Et Tolman, qui n'est pas un imbécile, qui a écrit un bouquin important de relativité, thermodynamique, etc., dans les années 30, le rencontre, en voit l'intérêt, et c'est comme ça que ça va passer à Oppenheimer. Parce qu'il y a un deuxième problème. Si ça rentre, est-ce que ça va s'écrouler? Parce qu'à ce moment-là, la matière va être attirée par celle qui est au centre, c'est l'histoire du trou noir. Et donc, la question se pose. Et donc, c'est pour ça que les questions de singularité sont fondamentales. Elles sont fondamentales pour structurer l'espace-temps, elles sont fondamentales pour comprendre le collapse, l'effondrement gravitationnel. Et c'est Oppenheimer qui, sans citer le maître, mais en citant Tolman qui cite le maître, utilise les coordonnées et la solution à pression nulle de Tolman pour montrer que ça rentre, puis que ça collapse. On a l'effondrement. Et ça, c'est 39. La même année, à un bureau d'écart, Einstein travaille à côté de Robertson. Robertson essaie de lui expliquer, mais Einstein est obtus. Là-dessus, il est bloqué, il ne veut pas de singularité, donc ça reste impénétrable. Et comment il fait? Quand vous ne voulez pas que ça s'effondre, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de prendre des trajectoires radiales, ça me semble évident, si vous voulez bien, si vous prenez des trajectoires circulaires, qu'est-ce qu'il fait? Et les trajectoires circulaires, tout le monde sait, c'est un théorème qui date des années 20, qu'elles sont en 3M. Et que donc elles ne peuvent pas être en 2M. Donc ça peut pas, il a déjà la solution dans ses hypothèses. C'est le plus mauvais papier qu'il ait fait. Mais ça fait rien, on peut lui pardonner, on a fait bon. Bon, mais malgré tout, sur le trou noir, en tout cas, la route qui menait au trou noir, il est particulièrement réticent. Il a beaucoup travaillé sur les singularités, il a même fait des choses qui ne sont pas idiotes à un certain moment, dans les années 18 avec De Sitter, mais là il est bloqué, et il fait un très mauvais papier. On peut le dire, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, à ce moment-là, enfin petit à petit, si vous voulez, vivre des travaux, etc., bon, je ne vais pas... Et on a, voilà, on a ça qui est le diagramme d'aujourd'hui, Ça, c'est Kruskal-Skeres, c'est dans Wheeler 73, Gravitation. Et pour avoir toutes les trajectoires possibles, non seulement on a le trou noir, mais on a le trou blanc. C'est-à-dire, on a toute une partie du diagramme dont on ne sait pas quoi faire. C'est comme ça. Je veux dire, c'est pas fini. De certaine manière, c'est pas terminé, la relativité générale. Parce que, n'est-ce pas, ça, si vous voulez, c'est l'espace-temps tel qu'il faut le penser, mais seule cette partie-là est physique. Alors, je vais refaire de l'autre côté. Seule cette partie-là est physique. Tout ce qui est de l'autre côté, on ne sait pas comment faire. Alors, il y a des gens qui en font des choses, il y a toujours des gens qui ont envie de rigoler au plan, et puis ça fait du papier. Mais physiquement, bon, en tout cas, moi, je vous poserai la question à mes éminents confrères la semaine prochaine. Bon, j'ai peut-être encore 2 mots à dire, je sais plus. 2 mots. Ouais, bah bon, sur l'espace-temps, on y est. Ouais. Non, je vais dans le mauvais sens toujours. Je me débrouille mal. Je suis désolé. Ah oui, bah si, je sais ce qu'il y a après. Voilà. Bon, je pourrais vous lire. Einstein et Oppenheimer, voilà.
Ça, c'est l'effondrement d'une étoile vue par Penrose en 65. Hein. Alors bon, le temps va vers le haut, etc. Et puis vous avez ici l'horizon. Hein, l'horizon, la matière disparaît. Bon. Et puis Wheeler, en 68, ben, c'est pas lui qui le crée, parce que quelqu'un le lui a soufflé, d'après ce que j'ai pu comprendre, le nom black hole, trou noir. Donc les trous noirs naissent en 68, 50 ans après la théorie qui les prévoit. Parce qu'on ne voit pas comment on peut, enfin bon, on pourrait en discuter longuement, on ne voit pas comment on peut les éviter. Il y a eu plein de théorèmes qui ont été faits par Penrose, Hawking, etc., qui montrent que c'est, bon, inéluctable, hein, en quelque sorte, l'effondrement à partir d'un certain moment. Voilà. Donc, alors, oui, malgré tout, le renouveau, c'est les années 60, j'ai encore 2 minutes. En 60, 59 précisément, il y a une expérience qui se fait sur le troisième test, j'en parlais tout à l'heure, hein, parce que là j'ai parlé de théorie, maintenant je parle de la pratique. Et là, on arrive à mesurer le troisième test, c'est-à-dire le décalage des raies dans un champ de gravitation, à 10% près sur une tour de 10 mètres, ou 20 mètres, je ne sais plus, qu'importe. Et ça, c'est magnifique, quoi. Pour la première fois, bon. Et en fait, voilà, Shield, qui est un type sympa, et un physicien relativiste, dit on est passé du royaume des mathématiques à celui de la physique. Vous voyez, c'est le royaume des cieux. Enfin, les relativistes, et ça c'est les années 60 qui commencent, va commencer à être pris au sérieux à partir des années 60, mais il faudra au moins 10 ans pour que les choses s'articulent. Alors, je vais vous citer, parce que ce qui est important à ce moment-là, c'est la conférence de Dallas en 63, où l'astrophysique va devenir astrophysique relativiste, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mariage entre les astrophysiciens, on peut dire, et les relativistes. Alors je vais vous lire, et puis on va terminer là-dessus, pour vous laisser le temps de poser des questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre. Encore faut-il que je trouve. Voilà. Eureka. Oui, voilà, il y a un after dinner speech, n'est-ce pas, à Dallas en 63, et c'est c'est Thomas Gold qui prononce ce discours, et il dit c'était à l'évidence un colloque historique qui laisse entendre que les relativistes, avec leur travail sophistiqué, ne sont plus seulement les ornements culturels, mais peuvent être utiles à la science. Chacun est heureux, les relativistes qui sentent qu'ils sont appréciés, qui soudain sont les experts d'un champ qui existait à peine, oui, c'est sympa, les astrophysiciens qui, ayant élargi leur domaine, leur empire, en annexant un autre sujet, la relativité générale. Tout cela est plaisant, espérons que tout cela est juste. Il n'est pas encore sûr. Quelle honte ce serait si on devait congédier à nouveau les relativistes, les congédier. Vous voyez que l'atmosphère était encore, moi c'est l'époque où je suis rentré en relativité. C'est comme ça. Voilà. Et puis encore, il y a une citation de Madame de Witt, enfin, bon, c'est le même genre de choses, elle est toute contente 20 ans après, n'est-ce pas, des crédits, la relativité générale devient à la mode, etc. Voilà. Mais écoutez, je pense que, j'espère que vous avez à peu près compris. En tout cas, vous donnez envie d'en savoir plus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions? On a le temps pour 2 ou 3 questions. Il faut qu'à 20h30, on ait quitté la salle. Bon, alors, question, prenez le micro. Oui, On a un autre micro. On a quand même. Je vais le rendre. On peut jusqu'à moins le quart si vous voulez. Oh, ok, merveilleux. Attendez, à 21h, un peu moins d'excité. Tu as un micro? Ouais, on se la sort. Si j'ai bien compris, vous avez décrit l'histoire. Oui. Non, mais que les gens comme on marre, ça m'arrive. Ouais, mais Alors, oui, c'est moi. Vous avez décrit effectivement le passage à travers l'enveloppe du trou noir, enfin L'horizon. L'horizon. La question c'est la suivante, c'est, vous parlez d'une solution, est-ce qu'il n'y a qu'une solution à l'intérieur du trou noir, ou est-ce qu'il peut y avoir des répartitions de masse dedans, ou de je sais pas quoi, c'est des masses qui font qu'il y a plusieurs solutions?
Je demanderai ça à mes collègues. Non, mais bon, ça, si vous voulez, ça implose, mais c'est un problème de symétrie. Si on reste en symétrie sphérique, le problème, c'est qu'il peut y avoir des déviations. Donc ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, il y a encore des discussions là-dessus. Mais n'importe comment à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Vous allez avoir une densité infinie, donc c'est la physique quantique qui va... D'où l'intérêt de faire une théorie unitaire, hein, pour savoir ce qui se passe. Sinon, on ne peut rien dire. En R égale 0... Jeudi prochain, nous recevons Jean-Pierre Luminet, qui va nous parler des trous noirs. Donc je pense que vous pourrez lui poser la question et avec son accent du Midi, il vous répondra. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Oui, je ne sais pas si c'est pertinent la question, mais est-ce que le problème de la singularité n'est pas lié au fait que dans toute la théorie, l'espace-temps est pensé avec une structure continue, pas une structure discrète? Et la deuxième question, c'est est-ce que le fait que la vitesse de la lumière est limitée n'est pas plutôt un indice qu'il y a une structure discrète de l'espace-temps? Écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez une structure discrète de l'espace-temps, tout simplement. Moi, je n'ai jamais travaillé là-dessus. Je ne sais pas. Vous poserez la question à Luminet. Je ne peux pas vous répondre dessus. Moi, j'ai une question. Non, non, je n'ai pas la réponse, ça, je m'excuse. Mais j'ai une question. Einstein a établi sa théorie en 1915. Il est mort en 1955. Qu'est-ce qu'il a fait de sérieux entre les deux? Oh là là! Il a cherché des choses? Oh, il a fait plein de choses importantes, hein. Même en relativité. Entre 15, il a travaillé, il s'est d'ailleurs foutu dedans, et puis après il s'est repris sur les ondes gravitationnelles. Il a travaillé sur l'effet, comment on appelle ça, l'effet, oh, je ne sais plus comment on appelle ça, l'effet de l'antigravitationnel, hein, dans les années 30. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait plein de trucs, hein, il a fait plein de trucs. Et même au niveau, certains de ses papiers sur les théories unitaires, il a beaucoup travaillé sur les théories unitaires depuis 20, hein, ont toujours un intérêt aujourd'hui, hein, il n'avait pas fait de mauvaises idées. J'ai poussé son mauvais papier de 39, mais c'est une goutte d'eau au milieu d'un océan d'excellents papiers, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, il n'y a pas de raison de dire tout, il est génial partout. Là, il était bloqué, il faisait partie, c'est tout. C'est pas un drame. Hein. Ok, merci beaucoup. On remercie Jean Eisenstedt, on a plus de temps. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, donc à la même heure, et lieu, avec Jean-Pierre Luminet qui nous parlera de trous noirs. Un bon retour et merci de votre présence.